J'ai le plaisir d'inviter M. Omar Diallo. M. Omar est directeur FinTech et Innovation à l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. M. Omar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Un énorme plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis très ravi, heureux d'être en région, à Lévis. Donc voilà. Donc on va commencer notre discussion en jetant un peu de lumière sur les initiatives importantes, les chantiers qui sont actuellement en cours auprès de l'AMF du volet FinTech. Plusieurs chantiers qui sont en cours. Je rappelle quand même que notre mandat consiste évidemment à protéger les consommateurs et les investisseurs. Ça signifie qu'on va suivre de très près l'évolution de ces sujets, que ce soit auprès de l'écosystème et aussi au niveau international. Évidemment, comme vous le savez, toutes les dernières évolutions au niveau des crypto-actifs, je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois et d'ailleurs déjà depuis plusieurs années. Les mégadonnées, les mégadonnées, les objets connectés, les plateformes de financement, tout ça, ce sont des sujets que nous regardons et sur lesquels moi et mes collègues on se penchent. Et l'une des réalisations que l'on compte aussi à l'AMF, c'est la création du Sandbox. Oui. Et quel est le bilan que vous faites de cette expérience? Je suis vraiment très heureux du travail qui a été réalisé à travers le bac à sable réglementaire. Ce que vous devez savoir, c'est que le bac à sable réglementaire est une initiative que nous avons conjointement avec les autres provinces dans le cadre des ACVM, donc les autorités canadiennes des valeurs mobilières. Lorsqu'un dossier est introduit auprès du bac à sable réglementaire, il est introduit auprès des ACVM. Et c'est en collaboration avec nos collègues des autres provinces qu'on étudie, qu'on analyse les dossiers qui sont soumis, toujours dans l'optique en fait de favoriser l'innovation de façon responsable. Et je tiens vraiment à saluer tout le travail qui est fait aussi avec mes autres collègues des autres provinces, parce que c'est comme ça qu'on arrive justement à apporter des bonnes réponses en fait. Est-ce qu'il y a des histoires à succès? Il y a des belles histoires à succès, c'est sûr. Ce qui est essentiel en fait, vous savez, et peut-être que je vais y revenir un peu plus tard lors de la conversation, c'est en tant que régulateur, c'est de faire en sorte d'éviter qu'il y ait de l'arbitrage réglementaire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, que ce soit au Canada, à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle on est en contact permanent avec nos collègues des autres provinces. On est en contact aussi avec des régulateurs du monde entier. Et c'est la raison pour laquelle le fait que notre bac à sable réglementaire ici fonctionne bien, qu'on accompagne ces compagnies pour les encourager à innover de façon responsable, etc., c'est essentiel. Vous avez parlé aussi de vos contacts avec des régulateurs. Je sais que vous avez fait partie de la délégation canadienne qui est partie à Singapour. Quel bilan vous faites de cette expérience? C'était une très belle expérience. Très heureux du temps que nous avons passé là-bas. Comme vous l'avez noté, en fait, les ACVM, on a signé un accord avec l'autorité monétaire de Singapour dans le domaine de l'innovation. Justement, cet accord permet justement de prolonger le travail du bac à sable réglementaire et facilitera l'échange d'informations entre nos juridictions ici au Canada et Singapour. Donc, par exemple, une compagnie qui a un modèle d'affaires innovant, qui souhaite éventuellement opérer en Asie, pourra, grâce à cette entente, le faire plus facilement. Donc ça, c'est vraiment une démonstration qui montre qu'on est un régulateur de proximité, qu'on souhaite accompagner justement des entreprises qui ont un côté innovant, les accompagner bien entendu pour qu'elles le fassent de façon responsable, mais les accompagner non seulement au Canada, mais même à travers le monde. Et la Grande-Bretagne et le Singapour, puisqu'on parle de Singapour, sont des pays quand même qui sont assez avancés en termes de FinTech. Est-ce qu'on peut dire que le Canada est en retard? Est-ce qu'il y a un retard à rattraper? Est-ce qu'il y a des leçons à apprendre? Ou on tient à ce que ça soit fait à la canadienne? Moi, je dirais qu'on essaye vraiment de s'aligner sur les meilleures pratiques.
Cette année, en 2019 a été une année très riche au niveau de différentes consultations qui ont été menées, notamment au niveau de l'open banking. Au niveau fédéral, il y a une consultation, si je ne me trompe pas, c'était au mois de février qu'elle a été lancée, justement pour réunir certains acteurs clés pour obtenir leur perspective sur le open banking, toujours en regardant, en faisant un benchmark sur ce qui se fait ailleurs. Nous, au niveau de l'AMF, nous faisons partie du GFIN, qui est le Global Financial Innovation Network. D'ailleurs, nous présidons le comité sur ce qu'on appelle le Collaboration Workstream. Donc, en gros, c'est le comité qui facilite la collaboration entre régulateurs. Le GFIN réunit 50 régulateurs à travers le monde et même pareil, les discussions tournent souvent autour des meilleures pratiques. Mais ces meilleures pratiques, c'est important de les adapter par rapport à ce qui nous ressemble. Donc ça signifie qu'on ne peut pas faire un copier-coller de ce qui se fait ailleurs et l'appliquer au Canada de cette façon. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut retenir d'autres juridictions et voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à la réalité canadienne. Voilà. Vous avez parlé de open banking parce on trouve deux sortes de points de vue. Ceux qui disent, qui sont un peu pessimistes, de dire que ça va prendre encore trop longtemps pour qu'on puisse voir l'open banking au Canada. Il y a ceux aussi qui sont un peu plus optimistes et pas plus que quelques jours, on a entendu parler que ça peut se faire dans l'espace de 2 ans. Vous avez parlé de l'open banking en Grande-Bretagne, où on sait que c'est la régulation qui a joué un rôle en favorisant l'ouverture des données qui a permis de mettre en place cette économie ou cet écosystème de FinTech. Est-ce que vous pensez que l'open banking, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain ou c'est pour encore plus longtemps? Je pense que c'est déjà une réalité. Quand vous regardez les tendances à travers le monde, il y a des juridictions, prenons le cas de l'Europe avec le PSD2, qui ont une approche qu'on appelle prescriptive. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont prescrire en fait certaines normes pour encadrer l'open banking. C'est une réalité. Ça signifie que les acteurs qui sont établis sur le marché sont appelés en fait à partager leurs données. Vous avez d'autres juridictions en fait qui sont plus ce qu'on appelle en anglais market driven, c'est-à-dire où c'est plus le marché en fait qui set le ton. Moi, je vous dirais que aujourd'hui, nous avons déjà des fintech qui opèrent et qui, d'une certaine façon, arrivent à apporter déjà des solutions. Il faut déjà définir qu'est-ce que l'open banking. Oui, commençons déjà par là. D'autres personnes vous diraient plutôt que c'est du consumer-led banking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au consommateur, c'est le consommateur qui décide ce qu'il a envie de partager. Voilà. Par exemple, il y a des agrégateurs de données qui vont vous permettre, par exemple, de mieux suivre vos comptes. Si vous avez des comptes dans différentes institutions financières, dans une institution financière A, B, C ou D, vous avez par exemple des solutions qui vous permettent d'agréger cela, ce qui vous permet de faciliter votre planification budgétaire, etc. Et pour ce faire, vous allez éventuellement partager vos mots de passe avec une tierce partie. Donc, ensuite, évidemment, il y a d'énormes avantages, certainement, mais il y a aussi des risques. Et il faut considérer ces risques. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes conscients de certains risques. L'idée, c'est de le faire de façon encadrée et d'arriver à gérer tous ces risques qui peuvent se matérialiser par rapport à l'utilisation des données. Et ça, c'est normal. Tout le monde y est très sensible. Et notre rôle, justement, c'est d'encadrer cela de la meilleure façon. Vous avez dit qu'au Canada, déjà, on fait de l'open banking. Oui. Mais c'est quand même, ça peut être surprenant vu l'avancée de l'open banking dans d'autres pays. À moins donc, quelle est la définition que vous en donnez à l'open banking dans ce cas? Parce que d'autres pays disent, dans les faits, la banque doit être une plateforme, c'est-à-dire elle doit ouvrir ses données et donner la chance à d'autres banques, à d'autres startups ou d'autres joueurs à créer de la valeur ou créer d'autres niveaux d'intermédiation pour créer de la valeur auprès du client. Est-ce que cette même définition qu'on est en train d'apporter au Canada ou c'est une conception un peu différente de l'open banking? Open banking reste de l'open banking. C'est-à-dire que c'est le open banking, ensuite, ça va varier selon fondamentalement la maturité de votre marché. Je vous donne un exemple. On a parlé de Singapour, n'est-ce pas? Ils sont en Asie. En Asie, c'est d'autres enjeux.
En Afrique aussi, il y a 2 enjeux. Les enjeux là-bas, c'est plus des enjeux qui tournent autour de l'inclusion financière. Parce que vous avez une grande partie des populations qui ne sont pas bancarisées. Donc, le open banking, le fait qu'on arrive à faciliter cela, permet en fait à rendre des services à des gens qui n'ont pas déjà accès à des services financiers. Au Canada, c'est différent. C'est un marché qui est extrêmement mature. Donc, la façon dont les services financiers seront présentés auprès du consommateur, c'est très différent. Donc maintenant, ce qui compte, c'est bien entendu d'avoir une compétition saine, de faire en sorte que le consommateur puisse avoir le meilleur choix possible, tout en le protégeant, ça c'est essentiel, et tout en favorisant l'innovation. Si on est en mesure justement d'accompagner cette innovation, en créant de la certitude au niveau réglementaire, tant mieux. Et, personne ne peut nier, mais le Canada a survécu en 2008 grâce au cadre réglementaire qu'on a au Canada. Absolument. Et donc, plusieurs personnes se demandent, donc en fait la régulation elle est là pour une raison. Quand les choses ne vont mal, donc il y a une raison, une référence sur laquelle s'appuyer. Ma question va dans le sens où comment on peut trouver cet équilibre entre encadrer et favoriser l'innovation? Moi, je pense que c'est surtout une question, il y a 2 aspects qu'il faut considérer. Je pense qu'il y a l'aspect risque, donc la gestion des risques associés à des nouveaux produits, à des nouveaux développements. Il faut comprendre ces produits, il faut comprendre ces nouveaux développements. Et pour être en mesure de les comprendre, il faut être proche de cet écosystème. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de l'AMF, on a un comité consultatif de l'innovation technologique. On réunit 15 leaders de l'industrie, des gens qui se sont distingués et qu'on consulte sur une base régulière. Et on leur pose des questions. On leur pose des questions très importantes pour avoir leur perspective. Toujours dans notre mission d'être un régulateur de proximité, nous sommes très présents sur des tribunes, nous sommes très présents au Canada, au Québec, y compris en région, pour savoir aussi qu'est-ce qui se passe et quels sont les enjeux que les gens ont dans leur modèle d'affaires, dans ce qu'ils souhaitent innover, etc. Donc, il faut être proche, il faut comprendre les risques qui peuvent éventuellement se matérialiser. Et nous, c'est vraiment ensuite de développer les outils, développer la réglementation pour encadrer cela de la meilleure façon. L'écosystème des fintech au Canada, où on peut parler du cas particulier du Québec, quels sont les éléments clés qui pourraient favoriser davantage cet écosystème ou cette industrie dans le sens large? Moi, je dirais que nous avons une énorme chance, particulièrement à Montréal, d'avoir un bel écosystème autour de l'intelligence artificielle. C'est une richesse d'avoir des chercheurs éminents qui sont basés à Montréal, qui nous aident aussi à avoir une place au niveau mondial sur ces sujets. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on se penche beaucoup sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, des données, à quelle fin, comment on le fait, etc. Et nous suivons tout cela de très près. Avant qu'on commence l'enregistrement de la vidéo, vous avez parlé que vous avez un intérêt quand même à collaborer avec les universités. Oui, donc vous croyez au vecteur recherche. Comment vous concrétisez cet intérêt? Je suis vraiment très heureux que l'AMF, en collaboration avec Finance Montréal, a créé une chaire de recherche, FinTech avec l'UQAM. L'annonce a été faite au mois d'octobre, en marge du forum FinTech qui a eu lieu. Et justement, c'est une chaire de recherche qui est d'ailleurs ouverte à toutes les universités. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment de la recherche appliquée, de la recherche qu'on peut utiliser pour le bénéfice bien entendu des consommateurs, des investisseurs, mais aussi nous comme régulateurs pour nous aider justement dans notre travail. La collaboration avec le monde académique est essentielle parce que on ne peut laisser de côté, toutes les bonnes idées sont les bienvenues aujourd'hui. Et il y a de belles choses qui sont en considération, en discussion dans le monde académique et il faut également être proche du monde académique. Est-ce que ça se passe uniquement au niveau de la recherche ou vous croyez aussi à l'enseignement ou l'éducation? Oui, absolument, tout à fait. L'éducation, d'ailleurs, ça a toujours été quelque chose d'essentiel pour l'AMF, l'éducation financière, le fait qu'on puisse vraiment expliquer
de quoi il s'agit. Consommer, bien entendu, utiliser les services financiers de façon responsable, etc. Ça, c'est essentiel. Monsieur Diallo, ça fait un plaisir de vous avoir accueilli. Ouais, merci beaucoup.